monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. À la une ce soir, les inquiétudes du MEDEF face au risque de récession venu des États-Unis. La hausse des taux d'intérêt aux USA aurait mis un coup de frein à l'économie, suffisamment en tout cas pour obliger la Réserve fédérale à réagir. Autre actualité brûlante, celle de nos voisins calédoniens à la veille d'une journée hautement symbolique. Le 24 septembre, jour de la prise de possession de l'archipel par la France, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé dans le pays. Et nous ferons un détour musical du côté des batteurs du Heartbeat, une troisième édition qui a servi du très gros sang au public pour finir ce week-end en beauté. Comme chaque dimanche, la deuxième partie du journal est consacrée au sport et ce soir, nous recevons également le vainqueur du Tahiti Nui Tour, le Calédonien Ryan Lachny, qui est notre invité ce soir. La Polynésie doit-elle craindre une nouvelle récession venue des États-Unis selon l'organisation patronale du MEDEF en Polynésie? C'est un vrai sujet. En témoigne la décision de la Réserve fédérale de baisser son principal taux directeur pour la première fois depuis 2020. Les explications d'Athéna Mikam. C'est une première depuis la crise Covid. La Fed, la Banque centrale des États-Unis, vient d'annoncer mercredi une baisse significative de son taux d'intérêt général de 0,5 points. Objectif, stimuler l'économie américaine, ralentie par les hausses successives des taux d'intérêt mises en place pour freiner l'inflation consécutive de la Covid. En augmentant les taux directeurs, on calme la consommation des gens. Et du coup, ça calme la pression à la hausse sur les prix. Donc les prix arrêtent d'augmenter. Mais évidemment, le problème, c'est que ça calme aussi les ventes des entreprises. Donc les entreprises vendent moins. Et donc la croissance économique, en fait, vit assez mal, quoi. Alors ça veut dire que derrière, il y a des répercussions sur l'emploi. C'est bien le problème qu'ont eu les Américains là, ces derniers mois, c'est que les répercussions sur l'emploi ne sont pas géniales. Et c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de baisser leur taux directeur de 0,5. Les États-Unis choisissent donc de desserrer leur politique monétaire, une décision qui inquiète jusqu'en Polynésie française. Selon le président du MEDEF, cela augure une récession qui ne nous épargnera pas. Pour Steve Amblin, il est nécessaire de soutenir la croissance économique du pays, notamment à travers de gros investissements et donc de l'emploi. Et ça vient surtout traduire qu'aux États-Unis, ils ont conscience qu'une récession est en train de naître. Mon rôle et le rôle du MEDEF, c'est de sensibiliser l'exécutif sur ce changement qu'on va avoir dès 2025 au sujet notamment de la fréquentation touristique d'Américains. Et puis d'une manière générale, une récession comme celle-là va viser même l'Europe et certainement venir perturber davantage notre économie. On aurait souhaité que le pays mentionne et propose justement des ajustements face à ce qui arrive. Du côté de l'exécutif, justement, on préfère nuancer cette vision. Ça contrarie un petit peu ma position qui consiste à rassurer les entreprises parce que c'est de nature à créer un climat anxiogène pour les entreprises, donc c'est pas bon pour l'investissement et l'embauche. Pour couronner le tout, j'ai fait vérifier ces assertions par les experts de l'ISPF et même de l'IOM. Le dossier est même monté à Paris, qui me disent qu'effectivement, il y a quelques signaux défavorables qu'on aperçoit sur la scène internationale, notamment la baisse des taux directeurs de la Banque fédérale américaine. Mais ces signaux, me disent-ils, ne sont pas suffisamment graves pour augurer une crise internationale. C'est trop tôt pour en parler. Mais le risque zéro n'existe pas et plusieurs scénarios peuvent déjà être envisagés. Alors, si ça ne fonctionne pas, il y a deux solutions. Soit la baisse des taux est insuffisante pour relancer l'économie, donc on peut envisager une nouvelle baisse de taux, mais c'est à condition que l'inflation ne reparte pas. Soit l'inflation repart aux États-Unis, et ça serait l'hypothèse la plus désagréable, je dirais, parce que si l'inflation repart, la Banque fédérale américaine va être obligée de à nouveau rehausser ses taux pour calmer l'inflation, et donc là, effectivement, ça va peser sur la croissance américaine, et là, il y aura effectivement un risque de récession. De toute façon, la récession, on ne la définit que quand on a 2 trimestres consécutifs d'activité qui débouchent sur une croissance négative. La sphère économique reste particulièrement attentive à ces futures évolutions, d'autant que l'issue de l'élection présidentielle du 5 novembre pourrait avoir de forts impacts sur la croissance américaine et mondiale.
6 000 membres des forces de l'ordre déployés, rassemblements et vente d'alcool à emporter toujours interdits et couvre-feu renforcé depuis samedi. La Nouvelle-Calédonie se prépare à vivre un 24 septembre sous haute surveillance. Le point sur la situation avec Esther Cuneo et notre partenaire Calédonia. Le 24 septembre, une date qui marque la prise de possession du Caillou par la France et un jour férié à haute charge symbolique. Pour les uns, il symbolise leur attachement à la France. Pour les autres, c'est un jour de deuil du peuple kanak. En cette année de crise sans précédent pour l'archipel, les grands chefs coutumiers ont donc décidé de se réunir pour une déclaration unilatérale de souveraineté sur les chefferies. Dans ce contexte, de nombreux barrages se sont dressés dans les quartiers de la capitale. Et pour prévenir tout risque de débordement, les autorités ont mis en place un dispositif de sécurité inédit. 6 000 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés sur l'île, soit 7 fois plus que les effectifs disponibles le 13 mai, lors du début des émeutes. À Saint-Louis, où 2 hommes ont été tués jeudi, plus de 150 gendarmes contrôlent les allées et venues sur les 6 km de routes bloquées. Aujourd'hui, nous avons une attention particulière sur ce qu'il se passe à la tribu. Nous aurons des moyens particuliers déployés aux abords de la tribu pour garantir la sécurité des abords immédiats de la tribu. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que les familles, toutes les familles de Saint-Louis, aujourd'hui sont mobilisées pour garder cette tribu, cette communauté, dans le calme et dans la paix depuis hier. Sous couvert d'anonymat, certains habitants confient leurs inquiétudes de voir les chefs coutumiers perdre le contrôle sur les jeunes fauteurs de troubles. C'est bien lourd, hein, parce que ça fait troisième cousin quand même qui tombe. Les vieux, ils ont plus de droits sur les jeunes. C'est eux qui commandent. Après, s'ils sont pas contents, je sais pas, ils vont se plaindre avec eux parce que les jeunes, ils écoutent plus. Mais voilà, les jeunes ils sont fatigués de parler aux vieux aussi. On dirait qu'ils parlent dans le vide. Ils sont révoltés, nos jeunes, ils veulent plus se rendre, ils préfèrent mourir chez eux. C'est tout. Et si le FLNKS appelle au calme, il ne voit qu'une seule alternative pour retrouver la paix. Pour nous, la seule issue pour résoudre ça, à la paix durable, c'est l'indépendance du pays. On ne peut plus retourner en arrière. Nous avons déjà trop eu de dégâts et de morts, assassinés. Et pour nous, il faut aller jusqu'au bout du processus. Aujourd'hui, il faut aller à l'indépendance. Au total, les violences ont fait 13 morts, dont 2 gendarmes, des centaines de blessés et des dégâts matériels considérables. Si la tension est redescendue depuis, le sud de la Grande Terre est toujours inaccessible par la route. C'est un poids lourd du Sénat qui a été nommé aux Outre-mer. L'influent président républicain de la Commission des lois, François-Noël Buffet, fort d'un profil jugé plus constructif que beaucoup de ses collègues de la droite. Il peut aussi faire valoir une connaissance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. Thomas Chabrol avec l'AFP. Preuve de l'importance de sa mission, François-Noël Buffet, 61 ans, hérite d'un ministère de plein exercice. Contrairement à ses 3 prédécesseurs, il sera directement rattaché à Matignon. Le nouveau ministre des Outre-mer récupère un portefeuille ultra sensible et sera directement confronté à la crise politique, économique et sociale qui secoue la Nouvelle-Calédonie. 13 personnes sont mortes dans les violences depuis le mois de mai. Son poste stratégique au Sénat lui avait d'ailleurs permis de piloter de nombreux dossiers, dont une mission de la Chambre haute consacrée à la Nouvelle-Calédonie. Le ministre sera également attendu en Martinique ou à Mayotte sur la hausse des prix et le chômage. Alors président de la commission des lois du Sénat, il avait également mené une mission en Polynésie au mois d'avril dernier pour mieux appréhender nos spécificités locales. Il y a des choses qui nous paraissent assez claires dans le fonctionnement, d'autres un peu plus compliquées qui sont liées à des compétences qui sont parfois partagées ou même qui font l'objet de discussions. À ce stade, c'est ça. Mais avec le souci, je crois, collectif de tous les élus de ce territoire de travailler ensemble dans l'intérêt du territoire polynésien. Et ça, c'est une force extraordinaire. En tous les cas, c'est un point extrêmement positif. Spécialiste de l'immigration, il a produit un rapport dont Gérald Darmanin s'est abondamment inspiré pour son projet de loi immigration adopté fin 2023. Avocat de formation et maire d'Oulin en banlieue lyonnaise de 1997 à 2017, François-Noël Buffet avait déjà travaillé étroitement avec le camp macroniste lors des municipales de 2020.
Longtemps au premier rang des fournisseurs de pastèques, Wahini risque aujourd'hui de perdre sa place. Les familles d'agriculteurs peinent à trouver la relève. À cela s'ajoute le prix des engrais ou des pesticides, mais aussi la prolifération des insectes. Jessica Doucet. De pastèques sont déchargés des camions. Les agriculteurs de Huahine viennent de réaliser la deuxième cueillette de l'année. Ce sont plus de 8 tonnes qui prendront la mer en fin de journée. Négociante, Rosina vient prendre des nouvelles de sa commande. Tu es venue constater un petit peu ta commande? Voilà, pour savoir si j'aurai le quota que j'ai demandé. Ah, tu as demandé combien? J'ai demandé 5 tonnes et là, il me donne 3 tonnes, soi-disant. Pourquoi pas les 5? Parce qu'il a d'autres clients que moi. C'est vrai qu'il y a une pénurie de pastèques? Tout à fait, local. Hein. Une situation qui s'explique par un climat trop froid ces dernières semaines, favorisant l'apparition d'insectes dans les plantations. Ajoutez à cela l'augmentation considérable du prix des engrais et pesticides. Dylan et sa famille ont quand même su faire face à cette situation. On dit qu'en ville que la production a diminué. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, elle a beaucoup diminué. Ouais. C'est dû à quoi? Plutôt les insectes. Hein. Il y a plus en ce moment. Aujourd'hui, les engrais, elles vaut cher. Mais le plus gros problème, c'est ça. Hein? Augmenter, mais beaucoup? Ah, beaucoup. Ah oui, c'est multiplié même par 3. Hein? Les agriculteurs de Maeva ont eu moins de chance. La proximité des champs a favorisé la contamination massive des plants. Mais lorsque l'agriculture est le seul revenu du foyer, il faut trouver une alternative. Dans ce champ, les plants de poivrons, concombres et tomates moins fragiles ont remplacé les lianes de pastèques. On a arrêté à cause des prix des raao qui ont augmenté aussi et à cause aussi des nouveaux insectes. Du coup, on a réfléchi et on a décidé d'arrêter les pastèques, de se lancer dans les légumes pour avoir de l'argent et pour pouvoir nourrir Huahine. Huahine est une île rurale et les agriculteurs espèrent que la situation s'améliorera, qu'une solution leur sera proposée pour accompagner leur activité. C'est l'événement musical de l'année pour les batteurs du Fénois. Cet après-midi, une trentaine de musiciens se sont rassemblés à la brasserie Hoa pour la 3e édition du Heartbeat. Si le concert a vu le jour pour rendre hommage aux artistes disparus pendant le Covid, l'engouement est resté le même pour cette fête musicale. Thomas Chabrolier-Té. La grande messe des batteurs installe à nouveau ses grosses caisses claires et cymbales pour un concert fédérateur. Le Heartbeat, c'est l'occasion unique pour tous ces férus de pop, de rock et de funk de jouer ensemble, élèves et musiciens plus confirmés. C'est pas une battle de batterie au meilleur qui joue, chacun joue à son niveau, à ses possibilités. On se trompe, ça n'est pas là pour juger, rien, on est là pour jouer. Et là, en fait, c'est le plaisir de se retrouver entre batteurs et de pouvoir astiquer un petit peu entre nous, quoi. Chacun fait ses propositions de morceaux en amont, donc on démarre avec une centaine de morceaux. Et après, on soumet au vote et on garde les 16 morceaux qui arrivent en tête des votes. Chacun vote sur Internet et on se retrouve avec notre liste à jouer. La musique se partage et se transmet. La plus jeune joueuse, Jolene, a 10 ans. Elle prend du plaisir, baguette en main. Elle participe pour la première fois à ce concert. Il y aura du Red Hot Chili Peppers, du 21 Pilots, et d'autres choses. Cette grande fête des batteurs permet au public d'être au plus près de ces virtuoses. Côté technique, tous les musiciens ont un retour playback parfait dans leur casque pour coller au tempo. Parce que la batterie, elle est meilleure que tous les autres instruments. Les guitaristes, allez, on n'en parle plus, les bassistes. Les batteurs, c'est aujourd'hui. Yes. Star du Heartbeat, les batteurs offrent une performance musicale, une chorégraphie à chaque coup de baguette. Côté répertoire, les artistes font la part belle aux grands tubes qui ont fait danser plusieurs générations. 1h30 de concert avec des reprises des emblématiques Earth, Wind & Fire, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, mais aussi Led Zeppelin ou encore Michael Jackson. Et c'est le rendez-vous que vous attendez chaque dimanche. Place au Journal des Sports. Allez, c'est parti, cyclisme.
Ensuite, du football et du basketball, c'est tout de suite dans votre rubrique sportive. Et après avoir donc parcouru plus de 1000 km toute la semaine lors du Tour de Tahiti Nui, le Calédonien Ryan Lachny repart avec le maillot jaune. Le Tour s'est terminé hier avec 2 épreuves, une course en ligne de 60 km le matin. Et une course en circuit tout le long du Front de Mer l'après-midi. Tout de suite, le résumé. Coup d'envoi à 7h30 devant la mairie de Papeete, direction la côte Est avec un demi-tour à la Marina Kouane au PK39 pour une arrivée au sommet du Tahara'a. Dès les 20 premiers kilomètres, un groupe de 6 coureurs se détache composé de Julien Plumer et Heyar Ibanutei du vélo club de Bora Bora, Nuo Moelins du team Pire, Paolo Janitor du team Rohena Racing, Jeffrey Norton de Performance Bicycle et Laurent Manari de l'ASROE. Eh ben, on s'est bien entendu au début et après ça a eu du mal à collaborer. Ça m'a fait peur parce que derrière ça revenait vite. J'ai appris en plus que le maillot jaune était en train de sortir et essayer de revenir sur nous. Donc. Au retour, les échappés prennent plus de 2 minutes d'avance sur le peloton. Ils ne se feront jamais rattraper. C'est finalement Paolo Janitor qui s'impose au sommet du Tahara'a. Ouais, on a eu chaud, mais après j'étais pas super confiant dans le début de la bosse parce que Julien, ils arrêtaient plus de rouler depuis un certain temps. Mais bon, j'étais quand même plus fort dans la bosse et j'ai réussi à faire le trou dès le milieu et puis j'ai fini à la fin et je suis content. Dans la dernière étape, le Critérium, 24 tours de 2 km à parcourir. Sur la piste glissante, les coureurs doivent redoubler de vigilance pour éviter la chute. Léo Casobiel l'emporte. Au classement général, Ryan Lachny conserve son maillot jaune de ce Tour de Tahiti Nui pour la 2e année consécutive. Et nous avons la chance de le recevoir ce soir, Ryan Lachny, Yorana. Yorana, Ryan, donc c'est une 2e victoire consécutive pour vous cette année. Qu'avez-vous pensé de ce tour? Ça a été encore une fois une très belle édition. Il y a eu beaucoup de suspense avec une belle concurrence. Je pense qu'on s'est fait plaisir, on s'est bien battu et voilà, une belle édition encore une fois. Alors, il y a eu des étrangers cette année, notamment les Américains. Alors est-ce que le niveau est encore monté d'un cran cette année? Oui, je pense que cette année le niveau était beaucoup plus homogène avec certains coureurs de métropole qui courent en National 1. On a eu des Américains aussi qui ont été très forts et qui ont eu un niveau très homogène, ce qui leur a permis de faire un beau tour Tahiti et faire un carton plein au niveau de certaines victoires d'étape. Et ouais, cette année, on peut dire qu'il y a eu un gros niveau. Du gros niveau, et que monte-t-il pour que le tour de Tahiti Nui devienne un grand tour? Franchement, c'est un tour qui fait ses preuves. Ça fait quelques années que ce tour existe et continue d'exister. Il y a un beau niveau, il y a des beaux coureurs qui ont pu participer à ce genre d'événement et je pense qu'il suffit de pas grand chose pour en faire un des plus beaux tours du Pacifique, mais c'est une très belle épreuve et je pense que j'espère voir prochainement un Tahitien briller sur ce tour. Je pense que ça fera encore quelque chose de bien. Et pour vous, quels sont vos objectifs pour le reste de la saison et allez-vous revenir encore l'année prochaine? Pour l'an prochain, on verra, c'est assez lointain pour moi, j'ai pas encore de visibilité à long terme. Moi j'ai prévu de rentrer assez prochainement en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Il y a plein de choses à développer, comme on a pu le voir précédemment, la Calédonie ça va pas fort en ce moment, mais il y a des choses à faire, il y a le sport à développer, il y a plein de choses, c'est une très belle île, il y a plein de choses à faire et j'espère pouvoir rentrer et apporter ma pierre à l'édifice. Justement, vous rentrez sur le Caillou dès demain, le Caillou qui traverse une crise sans précédent avec couvre-feu renforcé. Comment allez-vous vous entraîner? Comment allez-vous donc appréhender ce retour? Je ne sais pas vraiment, c'est vrai que la situation actuelle est compliquée. Personnellement, l'entraînement, ça sera peut-être secondaire. Je vais déjà essayer de rentrer et me focaliser sur ma vie professionnelle, essayer de me remettre au travail, essayer de voir ce qu'on peut développer dans le sport en Calédonie. Il y a plein de choses à faire, comme je l'ai dit, et les entraînements, ce n'est pas une priorité. On va essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Merci Ryan d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le grand vainqueur de ce Tour de Tahiti Nui. Merci encore et bon courage.
La Hawaii Nui Solo 2024 a démarré jeudi. Cette troisième édition a vu la participation de 126 élites à cette course V1 longue de 76 km en 3 étapes entre Tautira et Taone. Kaitaroufou a réalisé un sans faute en remportant les 3 journées. Retour en image sur la troisième et dernière étape longue de 27 km hier avec Ndieb. C'est à 9h que le départ de cette troisième et dernière étape est donné, de Hitia à la plage du Taone, soit 27 km à parcourir. Les 126 élites engagées donnent tout pour cette ultime épreuve. Comme depuis le coup d'envoi de la première étape jeudi, la houle n'est pas au rendez-vous. C'est bien évidemment les plus puissants et les mieux entraînés que l'on retrouve à l'avant. Le maillot jaune Kyle Tarofo compte bien conserver sa place de leader. C'est une bataille rude qui commence. Merci à Steve et puis à Tapuari Tometahio. On s'est livré un duel là de fou là. Et ça s'est joué au mental. Hein. Après, arrivé à Papeno, j'avais plus de ravitaillement. J'étais obligé de jouer mental là. Après, bon, des fois, je buvais de la mer pour essayer de me ravitailler au mieux. Mais bon, après, voilà, je me suis dit que je ne vais pas la laisser passer comme ça. Et que j'allais serrer les dents jusqu'à la fin. Malgré les assauts de ses adversaires, Kyle parvient à les dépasser 1 à 1. Le capitaine de Team Ertheiti reprend la tête de la course et s'en va cueillir la victoire. Il fournit l'ultime effort et franchit la ligne d'arrivée en 2h39 minutes. Steve Teihut Atta prend à l'arrache la 2e place et Kevin Serang-Jérusalemi se contente de la 3e place. Un parcours sans faute pour le capitaine de Team Ertheiti. Avec la fatigue cumulée des 2 premiers jours, c'était difficile. Mais j'étais parti dans une optique d'essayer de la gagner cette dernière. J'ai essayé cette année-là de revenir un peu au niveau. Voilà, avec tout du matériel qu'on nous met à disposition, du méga matériel. Donc grâce à eux, on arrive encore à vouloir se lever le matin et s'entraîner dur. Au classement général, Kyle monte sur la plus haute marche du podium. Hitiro Amazeng est 2e et Tapuar Itamaiti Tahio referme le podium. Cette 3e édition a été très disputée. Le président de la Fédération tahitienne de VA félicite le niveau élevé des participants. Le Tahitien il est là, il est en forme, même avec cette mer calme. Et ils sont arrivés plus vite que prévu. Il s'est préparé pour son Hawaii Nui qui va arriver d'ici 3 semaines. Donc ces rameurs sont aussi prêts pour cette course que la grande course qui va arriver. Dans 3 semaines, les rameurs se retrouveront aux îles sous le vent pour la grande Hawaii Nui à 2024. La jeunesse, quant à elle, est conviée samedi 28 septembre 2024 à la V'anoteura contre la drogue à Mateia. Et la 3e Tahiti Fighting Championship s'est disputée vendredi à Toata. Après 14 combats de qualité, le main event qui opposait le Tahitien Teiki Nauta à l'Américain Chase Eskam a refermé en apothéose cette grande soirée de MMA. Les temps forts dans ce reportage. Après 3 combats d'adolescents, la première confrontation entre adultes tourne à l'avantage de Toatei Tahiari face à Mehia Tearo, arrêté sur blessure. Chez les lourds, Manari Tahiari s'impose par décision unanime grâce à une palette technique plus variée. La victoire la plus expéditive est signée par Lorenzo Avenenti. Il n'a besoin que de quelques secondes pour placer une guillotine fatale sur son adversaire. Plus tard, Matanui pour œil surprend Keonirongo Mate au 2e round et l'emporte par TKO. Dans le premier combat de la main card, le Néo-Zélandais soumet Tehotoli par un étranglement arrière. Pour la suite, Michael Emery sèche un autre Néo-Zélandais grâce à un superbe crochet au foie. Après un combat serré, la revanche entre Beite Hobotsenasek et Ethan Brockett tourne en faveur du Kiwi. Il l'emporte par décision partagée. Dans les duels les plus attendus où des ceintures sont en jeu, le Britannique Daniel Atwell bat Bernat Inaure au 2e round sur TKO après un ground and pound dévastateur. Enfin, chez les pros, après 3 rounds de 5 minutes très disputés, Chase Eskam s'incline face à Teiki Nauta par décision unanime. Le Tahitien décroche la ceinture pour la 2e fois. Ils étaient une centaine de golfeurs à prendre part ce week-end au tournoi à de Feipi. Et cette compétition constituait l'avant-dernière étape du championnat de Polynésie. Tuareina Tamatea chez les messieurs et Raro Tairea Pani chez les dames en ont profité pour consolider leur place de leader au classement général. Le résumé avec Désiré Teivao.
En délicatesse avec son jeu sur les derniers tournois, Rarautaeriapani retrouve de meilleures sensations sur les greens de Hatimaunu. Au premier tour samedi, la double championne de Polynésie rend une cote de 74, soit 2 coups au-dessus du par. Pour ma part, ça s'est bien passé. Ça faisait quelques mois que j'avais perdu un peu mon swing, mais aujourd'hui c'est revenu avec de l'entraînement et je suis contente. Ça faisait longtemps que j'avais plus joué un score comme ça parce que je jouais plus souvent. Mais maintenant que les jeux approchent ici, je me remets en entraînement et voilà. À l'issue des 2 tours, Rarautaeriapani remporte ce tournoi de Feipi. Chez les messieurs, pas de surprise aussi. Le leader du championnat, Tuareina Tamata, s'impose. En multipliant les tournois sur une saison, la Fédération polynésienne de golf espère faire monter le niveau de ses athlètes, avec l'objectif de briller aux Jeux du Pacifique de 2027. Donc là, je crois qu'il y a 10 tournois cette année sur le championnat. J'aimerais bien l'année prochaine en ramener un petit peu plus pour les voir encore une fois un peu plus sous pression et surtout qu'ils jouent en compétition. Parce que quand tu vois en métropole, il y a presque des tournois tous les week-ends. Donc là, 10 tournois, ça fait un petit peu de juste encore, mais ça va le faire petit à petit. Le prochain rendez-vous pour les golfeurs est prévu les 26 et 27 octobre pour la dernière étape du championnat de Polynésie. Allez, tout de suite, on retrouve le reste de l'actualité sportive en bref et en images. La Fédération tahitienne de cyclisme organisait hier en parallèle du Tour de Tahiti Nui la Aito Tahiti Nui BMX Race. 2 entraîneurs kiwis ont fait le déplacement pour l'occasion, Tony James et Tim Ferguson, et 3 de leurs meilleurs pilotes qui ont pu se mesurer aux jeunes champions locaux. Une compétition de BMX qui permet également aux athlètes de tous bords de partager leur passion pour le vélo et de se préparer pour les Océania 2025 prévus au mois de février au pays du long nuage blanc. Hier soir, sous une pluie battante au stade Pater, les joueuses de la Spirit étaient opposées à l'équipe de Dragon pour le trophée des championnes. Au premier quart d'heure de match, les joueuses de Dragon ont ouvert le score avec Sofroniam Ay sur un corner. 1 minute plus tard, Charlotte Rodriguez égalise pour Pirey. En seconde période, les joueuses de Dragon croient avoir fait le plus dur en marquant un 2e but grâce à Nejma Ouedoua sur une belle passe en profondeur, mais c'était sans compter sur la détermination des joueuses de Pirey qui ont d'abord égalisé par l'intermédiaire de Anne Sitter avant que Lokelani Hawata inscrive le but de la gagne en toute fin de match. Pirey s'empare du trophée des championnes. On est très contente, c'est très stressant, toujours un premier match de saison et on a repris qu'il y a 2 semaines, donc les corps ne sont pas encore au top niveau, mais on est très content de ce résultat et je félicite toute l'équipe et aussi Dragon qui a fait un superbe match. Là aujourd'hui on est au golf de Montréal pour une journée pour la 3e édition du foot golf. Alors foot golf c'est quoi? C'est simple, on joue au golf mais avec du foot. Pour les trous sont faits spécialement pour un ballon de foot, on joue avec un ballon de foot, on frappe à nos pieds, mais sur un terrain de golf. Là aujourd'hui on est une quarantaine d'enfants et d'adultes qui vont jouer sur 9 trous. C'est un parcours de 9 trous qui va du plus simple au plus dur, le 9e où il va falloir passer au-dessus d'une rivière. L'objectif c'est vraiment de diversifier le football, développer toutes les différentes pratiques comme le beach soccer, le futsal déjà là. Et là on lance un peu le foot golf pour la 3e fois, ça va, on touche quand même pas mal de monde. C'est une pratique ouverte à tous, pas vraiment que licencié football. On voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de golfeurs aussi qui viennent du fait de connaître le golf, mais aussi par intrigue, ils ne connaissent pas trop la pratique. Donc c'est une nouvelle pratique qui est ouverte à tous. On essaie de toucher tout le public et c'est l'un des gros objectifs de la fédération. Et des confrontations de haut niveau pour les jeunes basketteurs du Fénouan. Les Hawaïens de la Kahuku High School ont affronté tout au long de cette semaine 4 équipes U18 issues des clubs de Puna, Utrawa, Excelsior et Arui. Et l'occasion pour les espoirs tahitiens de progresser, de gagner en expérience. Désiré Teibao a assisté vendredi à l'une de ces rencontres. Dès les premières secondes, les Hawaïens en gris donnent le ton. Une défense agressive et une redoutable adresse au tir. En face, les jeunes joueurs de Haroué tentent de résister comme ils peuvent. À la pause, l'addition est déjà salée pour les protégés de Mhimana Meihi, menés de plus de 30 points par les Riders de Kahuku. L'écart ne bougera pas plus dans les 2 derniers cartons. Les Hawaïens de leur côté en profitent pour faire le spectacle.
Les visiteurs s'imposent finalement sur le score de 98 à 60. Mais l'essentiel est ailleurs pour le staff de Haroué. Il n'y a pas de surprise. On sait tous à quoi s'attendre. L'idée, c'était de voir un peu, c'était pour que nos jeunes puissent avoir de l'opposition comme ça en face et pouvoir apprendre. Apprendre à être beaucoup plus rapide, être beaucoup plus agressif également. Comme on dit, hein, si on veut être meilleur, il faut aller combattre les meilleurs. Il n'y a pas de secret. Ouais, c'était super dur. Surtout en face, on avait de gros gabarits. Ils allaient au contact et tout. Et voilà, ça nous fait progresser pour les Océaniens aussi. Le déplacement des joueurs hawaïens a été organisé par le club de Central. Ce match face au U18 de Haroué venait conclure une semaine bien chargée. À chaque fin de match, les équipes nous ont remerciés pour l'apprentissage qu'ils ont eu et l'opportunité qu'ils ont eu de jouer contre cette équipe-là. Parce que voilà, il n'y a pas eu la gagne, c'est pas grave, mais le but c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir et découvrir le basket de nos amis hawaïens. Pour continuer à progresser, 9 joueurs des sélections féminines et masculines se sont envolés pour l'Australie samedi matin. Sur place, ils participeront à un camp d'entraînement mis en place par la Fédération internationale de basketball. Un nouveau club de football sur la côte ouest avec l'AS Tevayuta. Objectif des dirigeants, développer le football féminin au sein de la commune. Hier matin à Papeari, le club organisait une matinée 100% féminine. Desiree Tevao était sur place. À l'AS Tevayuta, Cécile Haapoea cumule plusieurs casquettes, celles de présidente, d'entraîneur et de joueuse. Après avoir travaillé pendant 8 ans à la Fédération tahitienne de football, elle décide il y a quelques mois de prendre les rênes de son propre club. Voilà, c'était un petit rêve de cousine de monter notre propre club et finalement ça va faire 2-3 ans qu'il n'y a plus de club sur Papeari. Du coup, je me suis dit allez, pourquoi pas, on se lance. Donc j'ai lancé le club en attendant que ma cousine me rejoigne, mais voilà, le club est lancé et on est contente. Affiliée depuis juillet à la FTF, l'AS Tevayuta souhaite avant tout développer son école de football. Le club aujourd'hui compte une quarantaine de licenciés répartis chez les U7, U11 et U13. Objectif, dévoiler des talents. Sur Tahiti, on a de nombreux talents, notamment chez les féminines. On a des joueuses comme Kiani Wong et Wei Saming qui sont parties en métropole. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut féminiser la pratique. On va vraiment faire en sorte de faire des actions 100% féminines régulièrement. On a également des éducatrices féminines. Je suis moi-même diplômée du brevet de moniteur de football. Donc on va essayer justement d'inciter les femmes à prendre des responsabilités dans les clubs de football, notamment dans le nôtre. Ancienne joueuse de la sélection nationale de Tahiti, la présidente de l'AS Tevayuta souhaite aussi présenter une équipe pour le championnat féminin senior. Les premiers entraînements doivent débuter la semaine prochaine. Je suis carrément contente et c'est une belle opportunité pour nous, le club et les joueurs, et pour les parents aussi, ceux qui veulent venir jouer. Je pense que ça va attirer beaucoup de féminines dans ce club, puis c'est une belle chose, quoi. Le football féminin semble sur la bonne voie à Tevayuta. Nous arrivons au terme de notre édition. Au programme ce soir sur votre chaîne Hôtel Transylvanie, deuxième opus suivi de votre émission Capitale. Demain, c'est Mamathieu qui prendra les commandes de ce journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tahitini Télévision. Et comme le veut la tradition, on se quitte sur les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous. Piano, Marlu Campini.